quand je vous dis imam, vous pensez à quoi? Genre, c'est quoi les premières images que vous avez en tête? Parce que moi, j'avoue, je pense à pas grand-chose, à part à quelques trucs assez clichés. Alors, pour répondre à toutes mes questions, j'ai trouvé un jeune qui est imam, ici en Suisse. Il a accepté qu'on se rencontre, mais il m'a donné rendez-vous à l'autre bout du monde. Les amis, je suis très content de vous retrouver. Là, j'allume la caméra, je vous retrouve. Je suis très content de vous embarquer dans une nouvelle aventure. Alors, je vous pose un peu le contexte. Je viens tout juste de me réveiller. Là, j'ai dormi juste là. Et je suis actuellement à Médine, en Arabie Saoudite. Je suis arrivé hier très tard à Jeddah. Et c'est Liam qui est venu me chercher. Alors, Liam, c'est un jeune Suisse qui vit ici en Arabie Saoudite depuis plus de 7 ans. Il étudie ici, en fait. Il a une vie étudiante, tout ce qu'il y a le plus normal. Il va à ses cours, il stresse pour ses examens. Et en fait, s'il est ici, c'est pour étudier le fait de devenir imam. C'est parfait parce que bon, les imams, je connais pas grand chose, je suis pas musulman donc forcément je suis pas régulièrement confronté à un imam. Et surtout, en fait je trouve que c'est un truc qui est très fantasmé. On imagine beaucoup de choses, on en entend beaucoup parler, mais sans vraiment savoir le quoi du comment. Donc l'objectif de cet épisode il est clair, c'est passer plusieurs jours avec Liam ici en Arabie Saoudite pour voir un peu sa vie d'étudiant et quelques jours aussi en Suisse pour voir sa vie d'imam. Ouais. Ça va et toi? Ouais, tu peux venir, hein? J'ai la cam allumée. Oh punaise. Ça va ou quoi? Ça va? Bien dormi? Tranquille? J'ai bien dormi. Attends, je t'ai fait un thé. Tu m'as fait un thé? Oh là là. Attends, mais j'arrive. Ah, un bon thé, hein? Ouais. Bon, il n'y a pas trop de recherche, j'avoue. C'était pas le moment de faire un bon T'as fait vraiment ce qu'il y avait, t'as ouvert. Il reste 20 minutes avant d'aller à la prière. Je me suis dit, il faut boire un thé. Ah ouais, t'as la prière à quelle heure? À midi. Ah, attends, j'ai oublié l'heure. Midi 20? À midi 20? Un truc comme ça. Et tu vas prier où alors? À la mosquée? Ouais, à côté. À la mosquée à côté. Ok. Ça te dérange si je viens? Non, tu peux venir. Allez, je viens. C'est pas par hasard que Liam a choisi de venir en Arabie Saoudite, et particulièrement à Médine, car c'est l'une des villes saintes de l'islam. Rien qu'ici, on compte plus de 6500 mosquées, et certaines font partie des plus grandes du monde. Il y avait combien de personnes dans cette mosquée? Avec le dehors, quand il y a vraiment ces blindés, genre à la prière de l'Aïd et tout, c'est genre 2 millions. 2 millions? Mais pas à l'intérieur, tu vois. Ouais. À l'intérieur, je pense que ça doit être 900 000, voire 1 million qui peuvent rentrer à l'intérieur, avec le toit, évidemment. Hein. Quelqu'un qui connaît rien, comment t'expliques c'est quoi le rôle d'un imam? C'est quoi un imam? Alors, premièrement, l'imam, sa tâche principale qu'il aura à faire, c'est de diriger la prière dans la mosquée. Et après, plus spécifiquement, l'imam, il va avoir une grande tâche communautaire. C'est-à-dire, il va répondre à beaucoup de besoins et de problématiques de la communauté. C'est quoi que les gens te demandent? Ça peut être par exemple des conflits familiaux, ou, des fois des choses même diverses, on va dire plus large dans la famille, des fois quand l'héritage, il y a des décès, c'est très différent en fait. Fin de la prière. Ça a été? Très bien. Ouais. Magnifique. Ouais. Et là, genre, toi, t'as pris un truc à titre personnel ou tu suivais ce que l'imam disait? Non, on suit tous l'imam. Ah, tu en suis fait, l'imam, quand t'es ouais. dans la mosquée, tu peux pas prier tout seul, je suis sûr. Tu pries derrière l'imam. Ça veut dire, en fait, tout ce qu'il fait, toi, tu suis. fais. Ouais. C'est ça. Après, si tu pries tout seul, tu peux prier comme tu veux. C'est-à-dire, tu peux réciter ce que tu veux, tu machin. Mais quand t'es dans la prière en groupe et que t'es derrière l'imam, toi, tu suis ce que l'imam il fait. Par exemple, quand il se prosterne, toi, tu te prosternes. Et l'imam, son but, c'est vraiment, en fait, d'être, entre guillemets, le guide, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, il fait la prière et tout ce que l'imam il fait, les autres, ils le font. D'accord. Et toi, en tant qu'imam, du coup, quand tu vois un autre imam faire, est-ce que t'as est-ce que t'as un truc un peu pointilleux en mode ah, j'aurais pas fait ça, j'aurais pas dit ça, tu vois ce que je veux dire? Oui et non, parce que c'est vrai que dans la récitation du Coran, il y a, tu sais, tu peux pas réciter comme tu veux, tu vois ce que je veux dire. Il y a des, en fait, des manières de réciter, de prononcer et tout machin. Du coup, des fois, tu te dis ah, il est pas trop fait attention. Ouais. Ça peut arriver, tu vois, ça peut arriver. Moi, je te dis, j'aime bien comme ça, je fais rien, je m'assieds, j'écoute, j'aime bien. Okay. Bon, moi, ce que j'aime bien, c'est manger aussi, donc allons manger. En discutant avec Liam, il m'a raconté que rien ne le prédestinait à être imam à la base. Il est né et a grandi en Suisse dans une famille plutôt athée. Et il a découvert l'islam grâce à son beau-père et a décidé de se convertir en 2010. Au fil des rencontres, des lectures et des voyages, il s'est petit à petit rendu compte que son ambition dans la vie, c'était de devenir imam. T'as son chameau. Voici en direct live la bosse du dromadaire. Bon, je vais essayer. Ah. Si j'aime pas? Tu vas pas aimer, c'est sûr à 100%. Ok, vas-y. Comment tu deviens imam?
La base principale de devenir imam, c'est déjà acquérir des connaissances théologiques, qui beaucoup à notre époque va être dans les formations universitaires, comme moi par exemple je l'ai fait. Et je dirais qu'en fait, la connaissance, c'est l'élément principal de ce qui va faire l'imama. Donc s'il n'y a pas de connaissances, il n'y a pas d'imam. Ah ouais? Ouais, clairement, une personne qui n'a pas de connaissances religieuses, elle ne peut pas être imam. C'est la base de toute chose. Tu postules pour devenir imam, genre? Alors, il y a un site, tu vois ce que je veux dire? Ouais, il y a un site internet, il y a un pôle emploi de l'imam. Ici, dans un pays musulman, ça va être régi par l'État, ceux qui sont imams. Donc voilà, ils vont avoir un permis entre guillemets pour être imam. Et c'est pas n'importe qui maintenant qui peut devenir imam. Il se réveille un matin, il dit je suis imam. Ça n'a pas marché dans un pays musulman. En Suisse, il n'y a pas de cadre. Donc ça va être un processus interne entre les musulmans. Donc nous, à titre communautaire, on va essayer de trouver la personne qui est la plus à même d'exercer cette fonction-là, mais il n'y a personne qui va venir te mettre un tampon, tu es l'imam en Suisse en fait. À ses 22 ans, Liam il est devenu un des plus jeunes imams de Suisse. Et ça fait maintenant 7 ans qu'en parallèle de ses études, il est imam dans plusieurs mosquées en Suisse romande. Là on est à Fribourg, en Suisse, on va faire le sermon du vendredi, donc la prière de Jumu'ah, qui est la grande prière de la semaine en fait où tout le monde se réunit. Tu stresses? Toujours un petit peu, ah ouais, mais ça va. Stress, c'est un grand mot. Ouais. De pression bonne, tu vois. Bah quand même, t'es devant des gens, ouais, c'est ça, ils sont là pour une raison forte. La pression, c'est que tu dis, il faut que je fasse bien pour que les gens ils comprennent bien. Et qu'ils rentrent chez eux en ayant, entre guillemets, tiré un bénéfice. Et pas juste qu'ils viennent, ils disent, mais on n'a rien compris à ce qu'il a dit, puis ils rentrent chez eux, puis ça n'a rien changé de leur vie. Donc c'est plutôt ça la pression, c'est de te dire, moi il faut que je sois à la hauteur pour être bénéfique pour les gens, c'est tout. Pendant la prière, l'imam se met devant tout le monde, tourné en direction de la Mecque. Il va réciter en arabe certains passages du Coran qu'il a sélectionnés et faire un sermon pour rappeler certaines valeurs de l'islam. Comme nous avons vu dans la première partie, il est interdit aux musulmans de manger et de consommer tout ce qui est illicite. Mais ce qui se passe à la mosquée, c'est l'un des moments du quotidien d'imam. Parce qu'il y a aussi toute une partie qui consiste à donner des conseils religieux pour résoudre des problèmes des gens qui viennent le voir. Rien que te voir habillé comme ça, là, ça me fait quelque chose. Rien qu'habillé comme ça, on sait qu'on est en Suisse. Là, ambiance canapé et tout, ça fait un peu ouais, c'est pas ambiance psy quoi. Ouais. Toi tu te poses là et tu discutes avec eux. Bah il y a une part, on va dire, de psy aussi, parce que les gens ils vont expliquer leurs problèmes, ils vont parler, et je pense que rien que le fait de parler déjà, ça va beaucoup les aider. Mais après il y a tout ce qui est trouver des solutions, ainsi de suite et tout, et ça c'est vraiment à moi de le faire quoi. Et c'est pas tout, il y a aussi toute une partie juridique, où Liam accompagne les gens pour que les rites et traditions de l'islam se fassent conformément à la loi suisse. Typiquement quand il y a des mariages ou des décès par exemple. On a des règles religieuses, mais après il y a tout ce qui est de l'application en fait des règles religieuses dans la réalité que les musulmans vivent en Suisse, et ça c'est un gros travail. Et ça demande un travail déjà de connaissances religieuses, il faut que tu saches ce que tu dois faire ou pas. Et après il y a un grand travail, c'est l'application de ces choses, et ça demande une connaissance du terrain en Suisse et aussi des lois en Suisse et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que nous on fait ça. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, il n'y a rien qui est imposé, mais c'est plus, ok, nous dans l'islam on fait les choses comme ça. Mais en Suisse, on peut pas. Comment on arrive à trouver un entre-deux et puis à appliquer des choses tout en respectant. Donc c'est ça un peu en gros, si je comprends. Et en fait, comme tu as dit déjà, il n'y a pas une chose qui est imposée déjà aux gens qui ne sont pas musulmans. C'est-à-dire, on vient pas leur dire, ok, on vient changer comment ça marche ici, selon nous ce qu'on veut que ça marche. Et deuxièmement, il y a aussi pas, on n'impose pas aux gens. C'est-à-dire les gens qui viennent poser des questions, c'est des questions qu'ils posent. C'est vraiment que de la pure consultation. Ça te prend combien d'heures par semaine d'être imam? C'est très divers et varié. Des fois, tu peux faire des semaines tranquilles, tu vas faire peut-être 20 heures, tu vois, et puis tu vas faire des semaines où tu vas faire énormément de choses. Une fois j'ai fait des travaux, ça te prend 100 heures à faire. Et tu gagnes combien pour ça? Rien du tout. Zéro. Il n'y a pas de salaire d'imam? Pas... Alors, moi, Liam, j'ai pas de salaire. Et la plupart des imams en Suisse n'ont pas de salaire. Bénévole? Bénévole. Ils travaillent et ils font ça sur leur temps libre. Mais un prêtre chez les catholiques, il est payé lui? Tout à fait. En fait, déjà, la distinction, elle va être que l'Église, elle perçoit de l'argent des gens. Il y a des impôts qui sont pris aux personnes chrétiennes en Suisse, de l'argent qui est reversé et qui ensuite de ça permettent de gérer, de financer les paroisses, les églises et payer des prêtres et ainsi de suite. C'est des choses que nous, on n'a pas en fait en Suisse. Comment ça se fait? Parce que principalement, le principal problème qu'il y a par rapport à ça en Suisse, c'est qu'il n'y a pas de processus officiel avec l'État qui peut être mis en place pour pouvoir financer en fait ces choses-là. Et du coup, c'est une chose qui rend la tâche compliquée, je dirais. Parce que à la fois dans l'aspect organisationnel, mais aussi dans l'aspect financier, bien évidemment, en fait, parce qu'on n'est pas millionnaire, hein, donc en fait, c'est des gens qui doivent mettre les mains à la pâte. C'est fou parce que d'un côté, Liam, il a cette place super importante dans la communauté où il guide et il conseille les gens. Mais à côté, il reste aussi un jeune étudiant qui a des cours, des exas et des activités sportives. Bon les amis, le soleil s'est couché. Enfin. Il est enfin, il fait seulement 40 degrés, c'est enfin vivable.
Bon Liam, là on est à ton université, c'est gigantesque, ça on dirait une mini-ville. Ouais, c'est une ville, franchement c'est vraiment une ville. Et là en fait on est au milieu de l'université si tu veux, donc là où il y a les facultés. Et après tout là-bas jusqu'au fond on va remonter après, c'est tout là où il y a les étudiants qui dorment en fait. Je me demandais, est-ce que ça te donne aussi une certaine crédibilité, le fait de partir, le fait d'être ici, le fait tu vois, d'avoir toutes ces études? Est-ce que ça rend tu vois, ton rôle un peu plus haut? Est-ce que les gens te perçoivent différemment? Les amis des musulmans tu veux Ouais, dire? bien sûr. Ouais, bah, clairement oui. Oui tout à fait, bah oui parce que quand tu sors, c'est la plus grande université islamique du monde. Ça veut dire si tu veux étudier la théologie musulmane islamique, l'endroit numéro 1 de la terre c'est ici. C'est comme si tu vas, je sais pas, tu vas à Harvard pour des sciences mondaines, un truc comme ça, c'est la même chose ici, tu vois. Donc quand tu arrives avec diplôme, en plus moi j'ai le diplôme de la plus grande faculté, là je suis en train de faire un truc, c'est un truc vraiment spécifique ici et tout. C'est des trucs, bien sûr, quand tu dis ça aux gens, ils vont se dire ah ouais en fait c'est pas n'importe qui. C'est comme moi je fais toujours le parallèle avec la médecine. Tu vas jamais aller chez un médecin, voilà, médecine alternative, je me suis formé tout seul, Instagram, salut viens chez moi. Tu vas pas lui faire confiance pour des gros trucs, tu vois. Le jour où tu dois te faire une grosse opération, tu vas à l'hôpital, tu vois, tu vas vers un mec, tu vas dire oh lui il faut qu'il ait la bonne expérience dans l'affaire, tu vois. Bah c'est pareil là, c'est un peu la même chose, les gens ils nous confient une chose. Donc au final c'est bien que les gens ils aient toujours ce truc de dire ah, ok lui il est parti vraiment à la vraie source, il nous a ramené des vraies infos, il a des vraies qualifications et on y va, tu vois. Centre sportif de fou, basket, fitness, foot, volley. C'est incroyable, hein? Ouais. Barre de traction, hein? Ouais. Tu fais une traction? Viens faire une traction, s'il te plaît. Non, pour montrer imam balèze. Pour montrer un imam stock. Donne-moi la bouteille, vas-y, une traction. Mais si j'arrive pas, c'est la honte un peu. Ouais, je couperai, t'inquiète. Ouais, je vois. Vas-y. 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 Lâche pas les études, hein. Lâche pas les études. toi, tu fais du sport un peu? Tu joues à quoi, toi? Ah, moi, tennis, hein. Ah ouais? En tant que bon Suisse. Bon, les amis, on vient d'arriver sur le lieu où Liam va être humilié. C'est là il va voir la vérité. C'est là il va voir. Hey, mais t'as un petit flow là quand même là. Regardez comme il est beau gosse. Ah, quand même. J'ai jamais joué au tennis. Ouais. Là, tu vas me donner une raquette. Je vais sentir un peu la température. Au bout de 5 minutes, je vais te faire des trucs de fou. Inch'Allah. Ah, on est méchant maintenant. Au début on était gentil mais ça c'est fini là. Là, on sent qu'il est passé à la vitesse supérieure. Hein. C'est fini. Je me suis fait défoncer par un imam au tennis. Voilà, ça peut arriver. Cette phrase existe. Hein. Cette phrase existe. Ouais. La réalité est encore plus dure. Tu sais, dans l'imaginaire collectif, un imam qui est fort au tennis, c'est pas le premier truc qui saute, tu vois, aux yeux des gens. Là, c'est possible. Là. Pourquoi? Bah, parce que peut-être les gens ils savent pas ce que c'est un imam. Enfin, ils savent pas qu'en fait c'est juste être un humain normal en fait, comme tous les autres, avoir des hobbies, avoir des passions, faire du sport, manger, boire. Puis après de l'autre côté, bah, tu as aussi d'autres choses dans ta vie, quoi. Ouais. Avoir la foi et vouloir suivre la religion, ça veut pas forcément dire rien faire de sa vie en fait. Mais tu vois, je pense qu'il y a souvent ce truc de religion met beaucoup de barrières, religion Ouais. met beaucoup d'obligations. Parce que Ouais. tu vois, par exemple, un gars comme moi, bah, tu vois, je kiffe de fou jouer aux jeux vidéo, Ouais. je suis grave sur les réseaux sociaux, Ouais. je kiffe la NBA, tu vois, j'ai plein de trucs. C'est des trucs que tu pourrais toujours avoir, toi? Bien sûr. Ouais. Ah, bien sûr. Si tu veux jouer à des jeux vidéo, tu peux jouer à des jeux vidéo, tu vois, donc tu veux regarder des films, tu peux regarder des films. Donc non, clairement, il y a énormément de choses. Bah, tout ce que tu m'as cité là, par exemple, dans tous tes exemples, il y avait 3 exemples que tu m'as cités, Ouais. les 3, il n'y a pas de problème. Si tu veux, demain, on regarde la NBA ensemble. Bon, je suis super nul en basket, ça va être très intéressant, mais si tu veux, on regarde. Bon, les amis, il est 15h42, il y a le 3e appel à la prière de la journée. Mais avant ça, on s'est vite posé un drive tea. Un terme qu'on a inventé avec Liam. Mais qui est très bien. Mais c'est un drive pour récupérer du thé. C'est ça. Donc t'es froid. C'est froid. T'es froid, citron ou pêche? Attention. Attention à ce que tu dis. Il y a un avant et un après. Chaque bon Suisse qui se sait, on se sait. Soit t'es team citron, soit t'es team pêche. Ouais. Moi, pêche. Désolé. Mais je respecte une citron. Non, arrête. J'ai de l'ouverture. Arrête, d'esprit. je vais plus rien entendre. Ramène-moi à la maison. Quand t'as l'appel à la prière comme ça, t'as combien de temps pour faire la prière? Alors ça dépend de quelle prière. Le matin c'est 25 minutes. Pour cette prière là, celle de l'après-midi c'est 20 minutes.
T'as 20 minutes pour te préparer. C'est ça. J'ai 20 minutes pour aller faire les ablutions, si je les ai perdues, hein, parce que tu peux les garder entre les prières. Et si t'es allé aux toilettes, par exemple, tu dois refaire les ablutions et tout. Juste les ablutions, c'est se laver les mains, C'est ça, le visage. laver les mains, le visage, les avant-bras jusqu'au coude, essuyer sa tête et laver ses pieds. C'est en gros se rendre propre avant de se présenter à Dieu d'une certaine façon. Ça va, bien sûr. C'est la pureté rituelle en gros. C'est pas en rapport avec la saleté, parce que tu peux sentir bon et être propre, mais voilà, comme je dis, quand tu fais certaines choses, tu vas te retrouver dans un état qui n'est pas un état correct pour accomplir la prière, quand tu es allé aux toilettes, etc. Donc, bah, tu fais tes ablutions, et quand tu es dans cet état-là d'avoir fait tes ablutions, bah, tu peux lire le Coran, tu peux aller faire la prière. Voilà. Alors, Waouh, monte. Bon, il est sucré. Hein. Ouais. Ouais, il est mais sucré. c'est pas drôle, s'il y a pas de sucre. Ah non, mais là, il est sucré. Hein. Oh. Non, mais c'est du sucreté là. Et là, c'est une mosquée que pour les hommes, quand il n'y avait pas de femmes là tout à l'heure. C'est Il y avait toujours. des c'est pas... Ah, il y avait des femmes. C'était derrière les femmes, je sais pas si t'as vu. Non. En fait, on pouvait pas voir depuis là où on était, c'est pour ça. Ok. C'était une autre entrée. Et là, à côté de chez moi, par exemple, les femmes, c'est en haut. C'est à l'étage numéro 1. Et Donc les hommes et les femmes sont séparés dans les mosquées. Ouais. Ok. Il y a des imams femmes du coup. Non. Excuse, hein, des fois peut-être tu dis des bêtises et tout, je connais pas, t'hésites pas à me reprendre. Hein. Il n'y a pas d'imam femme, dans le sens il n'y a pas d'imam qui va diriger la prière pour les hommes et les femmes. Par contre, les femmes, elles peuvent prier ensemble. C'est-à-dire si par exemple il y avait, je ne sais pas, par exemple 10 femmes ensemble, qui font une activité ensemble, et c'est l'heure de la prière, elles ont le droit de prier les 10 ensemble, et une, elle va être l'imam, donc elle va diriger la prière. Mais du coup, en quoi une femme ne serait pas capable de faire ça? C'est pas une question de capacité, c'est une question en fait réellement de ce qui nous a été mentionné dans les textes. Dans les textes, on a vu que c'est venu, que c'est une fonction chez les hommes et pas chez les femmes. Il y a plein de femmes qui sont investies dans la religion. Hein. Ouais. Mais il y a des femmes qui sont savantes en islam. Les savants, c'est pas du tout que de savants musulmans hommes. Donc il n'y a pas même de problématique à aller prendre l'avis de la femme en compte si elle est plus savante qu'un homme. On va pas dire non, c'est une femme, du coup, ben, son avis, il va pas passer. On va aller vers un homme qui est moins savant qu'elle pour prendre la décision. Non, si ce qui va trancher dans ce domaine-là, c'est vraiment la connaissance. Si elle a plus de connaissances dans ce sujet-là que l'homme, bah, c'est à elle de trancher. Bon, chez les musulmans, un imam, du coup, il a un rôle ultra important. C'est un espèce de pilier où tu peux t'appuyer, tu peux demander des conseils, etc. Mais chez les non-musulmans, tu penses qu'il est perçu comment, un imam? Bon, j'ai pas envie de jeter la pierre sur les gens, mais je pense qu'à l'heure actuelle, elle doit pas être si bonne que ça. De par le fait premièrement, le fait que la religion de manière globale, c'est pas forcément quelque chose de très bien vu à notre époque. Ouais. Et deuxièmement, la religion musulmane, plus précisément aussi, n'a pas forcément un bon traitement dans la société, dans les médias et ainsi de suite. Donc bien évidemment que ça doit influencer à la fin le jugement des gens et qu'ils n'ont peut-être pas forcément une super très bonne image de ces gens-là. J'avais fait un épisode avec des jeunes qui partaient chaque année à Lourdes en pèlerinage. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu l'épisode, les amis, je vous le mets juste là. Et je me suis dit, je vais parler de religion, je vais me faire un peu taper sur les doigts, mais ça m'intéresse de comprendre ces jeunes, tu vois. Ouais. Là, j'ai le même cheminement avec toi. Pourtant, je sais que l'épisode, il va être moins bien accueilli. Ouais. Et j'espère pas, hein, tu vois, mais Ouais. je me prépare à ça. Comment t'expliquer cette Je pense différence? qu'il y a une double problématique, c'est qu'il y a beaucoup d'a priori, il y a beaucoup peut-être de mauvaise compréhension sur ce qu'est l'islam, ça fait peur de l'islam des fois, il y a beaucoup de désinformation sur l'islam et aussi c'est pas forcément bien représenté dans les médias et dans la société, l'islam. Puis après aussi également il y a un problème par rapport peut-être à certains musulmans qui représentent mal la religion, qui vont donner des mauvaises images de la religion, peut-être des fois par leur comportement, par ce qu'ils disent qui n'est pas correct. Donc je pense que tout ça mis ensemble, malheureusement, c'est pas un terrain très fertile pour bâtir des ponts et des connaissances et ouvrir la porte, et ça va plus faire l'effet inverse. En tant que rôle d'imam, tu me disais, des fois, tu allais voir des gens radicalisés en prison ou autre. Comment tu gères ces gens? C'est compliqué, c'est très compliqué de gérer ça. La problématique, elle est qu'en fait, si on laisse ces gens-là tout seuls, généralement, le processus de radicalisation, il va s'exagérer. Après, le processus, il est complexe à entamer avec eux. Il est complexe parce que ces gens-là, en fait, dans la majorité des cas, ce sont des gens qui ont des gros problèmes sociaux ou des problèmes des fois même psychologiques. Et je dirais que la religion, elle vient en fait comme espèce de support pour légitimer toute cette problématique qu'ils ont et de l'exprimer. Ils ne peuvent pas s'appuyer sur des textes pour argumenter leurs actes mauvais. Après, il faut maintenant en fait régler tous les problèmes qui sont derrière, qui les mènent à ça, parce que sinon ils retombent là-dedans. La plus grande chose qui peut être faite pour régler ce problème-là, c'est la prévention.
Mais comment ils tombent là-dedans? Parce que toi, tu es confronté du coup parfois à ça. Tout à fait. Comment tu vois que ces jeunes, ils se radicalisent? C'est quoi le cheminement? Bah, le cheminement, très souvent, il va y avoir des problèmes. Ça peut être familial, problème de justice, ça peut être très varié, vraiment. Et souvent, ça va être cette chose-là, donc cette instabilité-là, qui va mener après à des mauvaises rencontres, qui va mener à des rencontres en fait qui sont mauvaises, avec des gens qui sont mal intentionnés, qui vont leur donner ce poison-là en fait comme remède. Et eux, ils vont malheureusement le gober et après, ça va être très dur de leur enlever cette chose-là. Mais je pense que c'est une grosse erreur de compréhension qui est faite à notre époque, c'est de penser que ces gens-là, ils se radicalisent dans les mosquées. Parce que c'est vraiment pas le cas. Ça, c'est factuel, vraiment. C'est l'inverse. Les gens, ils se radicalisent sur Internet. Parce que déjà, Internet, en fait, tout le monde peut parler, qu'il soit légitime ou pas légitime. Les mecs, des fois, à l'autre bout de la terre, tu vois ce que je veux dire. C'est pas régulé, c'est très peu régulé, Internet. Alors que les mosquées, ben, c'est très régulé. Deuxièmement, les gens qui viennent, c'est des gens, généralement, ils ont étudié. Donc, en fait, ça fait que ça arrive quasiment jamais dans des mosquées. Et donc, là où l'erreur, elle va être faite, c'est de fermer des mosquées, entre guillemets, tu vois, on met des bâtons dans les roues dans des mosquées pour prévenir la radicalisation. Ben non, en fait, tu es en train, au contraire, de régler le problème. Donc toi, limite, c'est un red flag de voir un jeune ne plus venir à la mosquée? Tout à fait. Si un jeune, je vois, il est là, il est content dans sa vie, il est motivé, d'un coup, il disparaît comme ça, c'est pas un bon signe. C'est qu'il y a quelque chose derrière. Et après, bah, moi, j'ai que 24 heures dans ma journée, je peux pas aller toquer chez tous les gens, savoir qu'est-ce qu'il fait, qui suit sur Twitter, qu'est-ce qu'il regarde sur YouTube. Et donc, c'est compliqué pour moi de réguler. Mais à l'intérieur de la mosquée, je vais le voir directement. Donc, si j'ai ces gens-là, entre guillemets, à portée de main, je peux faire quelque chose. Si j'ai ces gens-là dispersés partout dans la nature, je fais quoi? Pas grand-chose. Franchement, pour moi qui suis pas spécialement religieux, eh ben, c'est assez fou de voir à quel point des gens comme Liam peuvent être aussi dévoués et passionnés. Quand tu vois la quantité de taf, les responsabilités, le rôle pas toujours bien vu ou bien compris, eh ben, tu te dis, pourquoi tu choisis de faire ça? Moi je pense, la première des choses, tu dois le faire sincèrement pour Dieu. Si tu fais pas ça dans un travail comme l'imama, comme les choses comme ça, s'il n'y a pas ce concept-là qui est au centre, tu fais fausse route. Puis après ça, deuxièmement, te dire qu'en fait, ben, les gens, dans une certaine mesure, ils ont besoin de toi. C'est-à-dire que c'est pas de moi, Liam, personnellement, mais ce que toi tu mets en place en fait. D'avoir un imam, d'avoir des associations qui s'occupent de choses comme on vient d'en parler. Si maintenant tu enlèves cette chose-là, ben, il y a un manque chez les gens. Tu veux que les gens retiennent quoi de toi? De moi personnellement, moi j'attends rien. Parce que je fais pas ce reportage pour moi, Liam. C'est juste pour essayer de faire avancer les choses. Hein. Franchement, honnêtement, je pense que c'est ça qui me motive dans cette démarche-là de faire le reportage. C'est essayer de faire avancer les choses. Ou du moins avancer la compréhension des choses déjà. Que les gens ils se comprennent mieux. Si je pense qu'il y a ça, déjà pour moi, 99% du reportage, enfin du but de reportage, il est acquis. Après moi, Liam, franchement, c'est extérieur. Ouais, c'est venu, franchement. Et que les gens ils me disent de moi, ah c'est toi Liam, ou ils me disent pas dans la rue, franchement, ça me fait rien du tout, je te dis vraiment.